Une machine, qu'elle ait une durée de vie de 10 ans ou qu'elle ait une durée de vie de 10 minutes, elle a pris du trafic de production, on a besoin de savoir ce qui s'est passé. Et comme la machine n'existe plus, on ne peut plus laisser cette information sur la machine. Aujourd'hui, nous allons couvrir un sujet qui est passionnant, le log management. Qu'est-ce que c'est un log exactement? Pourquoi c'est important de collecter les logs, de les stocker et puis surtout de les analyser pour en tirer du sens? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir David Descourcières, qui travaille au sein de Centréon en tant que directeur infrastructure à la R&D. Dans toutes les organisations, on a du log management. C'est inconcevable aujourd'hui de ne pas avoir une infrastructure moderne qui permette de gérer tout ça et de le rendre exploitable. David, bonjour. Bonjour Vincent. Donc log management, gros sujet, petit sujet? Gros sujet, très gros sujet, très vaste. Qu'est-ce que c'est log management? Alors déjà, c'est deux mots anglais. Qu'est-ce que ça veut dire log management? Alors, tu l'as bien situé, ces deux mots. Le premier mot log, qu'est-ce qu'un log? C'est simplement un événement qui peut provenir d'un événement d'un système, d'une application. C'est un événement qu'on va arranger souvent dans des fichiers et qui va être sous forme de texte. Cet événement-là va décrire qu'est-ce qui se passe, quel est le comportement de ce système ou de cette application, et surtout quand. Donc on va y ajouter un timestamp, donc une heure, une date, et accompagné de ça d'un niveau de criticité, souvent. Donc il y a une structure bien prédéfinie, et donc on va avoir ensuite un message, un descriptif, pour expliquer grosso modo qu'est-ce qui s'est passé, soit qu'est-ce qui est en train de se passer, ou qu'est-ce qui s'est passé pour des besoins de comprendre, pour faire du debug, de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer, ou alors de faire une investigation a posteriori d'un incident qui a pu se produire. Donc le log, généralement, il est quand même produit par une application. C'est pas quelque chose qu'on écrit à la main. C'est généré effectivement automatiquement par une application en fonction de son propre comportement et avec différents niveaux qu'on va pouvoir régler, soit directement via l'application, soit après sur des filtres. On va pouvoir peut-être rentrer plus dans le détail. Donc ça, c'est la partie log. C'est la partie log. On rentrera un petit peu plus dans le détail après sur l'historique des logs. La partie management, qu'est-ce qu'on entend par gestion des logs? Alors, c'est vraiment la partie management, c'est toute la gestion du cycle de vie d'un événement. Souvent, ces événements-là, comme je le disais, ils sont inscrits dans des fichiers, ils sont rangés dans des répertoires locaux sur, par exemple, un système. Mais ces événements-là, il va falloir être capable de les collecter, il faut être capable de les traiter, potentiellement après de les stocker. Il y a une rétention qu'on va vouloir plus ou moins longue. Voilà, donc c'est tout ce cycle de vie entre le moment où l'application ou le système va écrire cet événement jusqu'au moment où on va le supprimer définitivement. Et c'est l'entre-deux qui va nous permettre de le conserver et de pouvoir revenir dessus pour faire de l'analyse, de l'investigation, pour de l'exploitation, du debug ou des problèmes de sécurité, d'audit, de traçabilité, etc. C'est très clair. Et en même temps, je pense qu'il faudra qu'on creuse parce que c'est pas forcément... quand on rentre dans le détail, on découvre qu'il y a de plus en plus de couches dans tout ça. Si on parle un petit peu de l'historique des logs, alors si on remonte dans le passé, je vais commencer par le passé très très lointain, avant de l'informatique. Je sais pas si toi, tu sais, qu'est-ce que ça veut dire log déjà en anglais, le mot log? C'est une bûche. C'est une bûche. Ouais. Est-ce que je crois qu'on en avait déjà parlé, est-ce que tu sais d'où ça vient le fait d'utiliser ce terme? Non, je sais pas d'où ça vient. Je crois, faudrait que je revalide, mais j'ai un lointain souvenir que ça date des marins, des capitaines de bateaux qui avaient un journal de bord et qui utilisaient une bûche derrière leur bateau pour connaître leur vitesse pour avancer, le sens des courants, ce genre de choses. D'accord. Et donc, ils appelaient ça le livre, le journal de bord, ils appelaient ça le logbook peut-être, je sais pas. Et donc, quand on est passé à l'informatique, c'est un petit peu resté, c'est journal de log. Donc, les logs, il y en a depuis le début de l'informatique, à peu près, j'imagine. Au tout début, comment on collectait les logs? Alors, effectivement, tu l'as bien dit, ça date du début de l'informatique.
parce que en fait, dès le départ, on avait besoin de savoir comment se comportait un système ou une application. Des crashs ou des bugs, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Et donc l'idée, c'est de pouvoir réagir, de pouvoir comprendre ce qui se passe. Et donc, c'est vital d'avoir ces événements qui sont inscrits quelque part. Donc, ce qui change, c'est que initialement, dans des grosses applications monolithiques sur un serveur central qui avait beaucoup de puissance, on avait ces événements qui étaient écrits et on avait les administrateurs ou les développeurs qui savaient où aller regarder parce que finalement, on avait une source de vérité. Et donc c'était plutôt simple de s'y retrouver. Les différents types d'événements pouvaient être écrits dans des répertoires spécifiques, mais on savait où aller les chercher et on savait quoi chercher. Ouais. Donc ça, c'était effectivement, on va dire, du temps où on avait une machine et puis peut-être plusieurs applicatifs sur une machine, mais effectivement, quand c'est une machine type Unix, on allait dans varlog. Exactement. Voilà, on regardait tous les fichiers qui étaient là. Il y a eu l'étape où on avait plusieurs machines, et donc avec ce système qui s'appelle syslog, on avait tendance à cette capacité à prendre ces logs-là et les centraliser à un endroit. Donc ça, c'était un début de log management d'une certaine façon. C'était déjà du log management, effectivement, parce que alors log management, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est très vaste. Et le log management, ça part. Il y a ces systèmes de type syslog, rsyslog et compagnie qui ont permis de le gérer d'un point de vue système, mais c'est aussi des choses qui sont gérables ou qui sont gérées au niveau de l'application. L'application elle-même est capable de gérer sa rétention, de gérer le type d'informations qu'elle envoie et où elle va les écrire. Ce qui est intéressant par rapport au fait dans le sens de l'histoire où il y a eu de plus en plus de machines, il y a eu l'étape où effectivement, par rapport à un serveur et une grosse appli monolithique, on a commencé à avoir plusieurs serveurs dans des data centers physiques, etc. Donc là, on commençait à multiplier un petit peu les sources de données. C'était peut-être déjà un peu plus compliqué d'aller identifier où se trouvait la bonne information, même si ça restait gérable. Là où on a eu aussi un changement qui a commencé à s'opérer, c'est avec la virtualisation. Parce que non seulement on est passé d'un serveur à plusieurs serveurs, on est passé de plusieurs serveurs qui, eux, pouvaient héberger encore plus de machines virtuelles dessus et donc multiplier ces sources de données. D'où l'intérêt de pouvoir centraliser, comme tu le disais, avec du syslog, syslog-ng, rsyslog, tous ces applis historiques qui nous permettaient déjà à l'époque de pouvoir prendre cet événement sous forme de texte, ce fichier, et de l'envoyer finalement sur un serveur centralisé qui faisait ni plus ni moins que collecter l'ensemble de ces fichiers texte, mais qui les organisait d'une manière un peu plus centralisée, un peu plus lisible pour l'administrateur, et surtout qui permettait déjà de gérer cette rétention, combien de temps on garde, quel type de fichier, etc. Donc à cette époque-là, en fait, on avait donc centralisé les informations. Par contre, on n'avait pas encore cette facilité à avoir de la corrélation entre les logs d'un service avec les logs d'un autre service. Et ça, c'est un besoin qui est apparu avec des applications qui sont un peu plus distribuées. On peut parler de microservices, mais c'est pas uniquement des microservices, où là, il y a des comportements qui dépendent de plusieurs composants. Et donc, pour avoir une vision globale de ce qui se passe au niveau des logs, il faut être capable de mélanger les logs des différents services. Ouais, exactement. C'est vrai qu'on a, après la virtualisation, il y a aussi ce boom des microservices. Donc, encore une fois, multiplication des sources de vérité, multiplication des sources d'événements. Et non seulement c'était plus complexe pour trouver exactement d'où venait un problème, mais comme tu l'as dit, c'était difficile d'avoir une corrélation entre les événements et de savoir finalement un événement qui est généré ou un problème qui se passe sur un microservice, d'être capable de le lier avec un impact final au travers d'autres services. Et le fait de pouvoir avoir des stacks plus modernes qui nous permettent de centraliser cette information, d'indexer les données, de pouvoir faire des recherches dedans, ça a permis de pouvoir rendre je ne veux pas dire ce fardeau, mais de rendre cet océan d'informations un peu plus lisible, on va dire. Et ça, c'est ce qui permet, tu l'as un petit peu évoqué,
de trouver ce qu'on appelle la root cause quand il y a un problème, Ouais. par exemple, de remonter qu'est-ce qui est la source, le point d'origine du problème en Exactement. passant d'un service à un autre, un troisième, un quatrième, etc. Parce qu'effectivement, ça fonctionne par ricochet. C'est pas un unique service tout seul dans son coin qui ne fonctionne pas. C'est quelque chose qui est un écosystème dans son ensemble. C'est ça. Un impact qu'on peut avoir à un endroit peut finalement être visible que à un autre endroit. Et du coup, on n'a pas. Enfin, il faut pas qu'on aille regarder l'information que sur la finalité, que sur le composant ou le microservice qui est en bout de chaîne. Il faut qu'on soit capable de pouvoir remonter, de pouvoir tracer cet événement-là. Donc, il y a plusieurs mécanismes qui nous permettent de faire ça. Mais c'est quelque chose qui a transformé la manière d'analyser ces informations et de les exploiter. Ok. Je crois qu'il y a un autre point dans l'histoire de l'informatique qui a aussi une influence dans tout ça. Donc là, on parlait des microservices. Juste avant, on parlait de la multiplication de l'infrastructure. Pour rajouter à cette multiplication, il y a eu tout ce qui est cloud de manière générale, avec les serveurs qui sont éphémères, les machines virtuelles dans le cloud, ce qu'on appelle des instances maintenant, c'est plus juste des machines virtuelles. Ça participe encore à cette multiplication et à ce besoin d'automatisation au niveau des logs, d'une certaine façon. Complètement, et c'est même un accélérateur finalement du besoin d'avoir ce genre d'outillage, de log management. Le fait qu'on ait des fournisseurs de cloud qui finalement nous permettent de nous affranchir d'une limite très physique qu'on avait jusqu'à il y a quelques années sur les machines qu'on avait en data center, et la capacité de stockage et la capacité de CPU ou de mémoire qu'on avait. C'est une limite qui a sauté avec ce qu'on appelle les hyperscalers, donc Amazon, Azure, Google Cloud et compagnie. Pourquoi ça a sauté? Parce qu'ils ont offert un service à la demande qui est de pouvoir avoir quasiment autant d'infrastructures, autant de machines qu'on veut. La seule limitation étant le coût, la carte bleue qu'on y met derrière. Et donc ça, effectivement, ça a aussi favorisé la multiplication encore une fois, des sources d'événements, la multiplication des infrastructures. On pouvait en plus avoir des infrastructures on-premise, dans des data centers, avoir une partie des infrastructures dans le cloud. Donc là, déjà, on est à 2 endroits différents. On avait en plus cette capacité à pouvoir adapter les machines en fonction de la volumétrie. Et tu parlais d'infrastructures éphémères, c'est exactement ça. C'est le fait de pouvoir s'adapter à la demande et de le faire au moment où on en a besoin. Et ça, par exemple, quelqu'un qui gère un site de e-commerce, qui a des serveurs web, son activité, elle est assez fluctuante en fonction des périodes de l'année, des fêtes et compagnie, ou alors même le soir, quelqu'un va passer au journal de 20h, tout le monde va aller voir sur son site de e-commerce, on fait tout ça, et là, à un moment donné, on va avoir peut-être un trafic, une demande qui explose, trafic x100, et les infras éphémères, c'est ça, c'est le fait de pouvoir dire, pour absorber cette charge-là, on va peut-être passer de un serveur web à 10, 20, 30, 50, 100 serveurs web pour absorber ce trafic-là. Et à la fin, une fois qu'on n'en a plus besoin, on revient à l'état initial qui est peut-être une machine. Et là où il y a un vrai enjeu côté log management, c'est que ces infras éphémères, finalement, qu'une machine, qu'elle ait une durée de vie de 10 ans ou qu'elle ait une durée de vie de 10 minutes, elle a pris du trafic de production, on a besoin de savoir ce qui s'est passé. Et comme la machine n'existe plus, on ne peut plus laisser cette information sur la machine. Oui, tout à fait. On est obligé de la collecter, on est obligé de l'envoyer quelque part pour pouvoir savoir ce qui s'est passé, pour pouvoir investiguer d'un point de vue audit de sécurité ou d'un point de vue exploitation tout simplement. Et ça, j'ai envie de dire, c'est peut-être même l'enjeu principal, en plus des microservices, en plus de la virtualisation, etc. C'est peut-être même ce qui justifie le besoin croissant de ce type d'infrastructure centralisée. Ok. Alors, juste par curiosité, ton exemple e-commerce, il était volontaire ou pas volontaire? Dans le sens, l'essor du cloud avec AWS, c'est parce que Amazon en avait besoin initialement, un besoin interne. Donc je trouve que c'est
C'est un l'exemple ouais. quelque part qui est très frappant parce que c'est le cas historiquement. Tout est venu de là, quoi. C'est exactement ça. C'est rigolo. Donc, au niveau des enjeux, tu l'évoquais tout à l'heure, une des principales limites qu'on a au niveau des hyperscalers, en gros, d'utiliser le cloud, c'est la carte bleue. Oui. J'imagine qu'on a un impact du même type sur le log management parce que tout ça, c'est un coût. Le fait d'avoir de plus en plus d'infrastructures dans tous les sens, etc., ça fait de plus en plus de données. Donc, il y a un enjeu en termes de coût pour le log management. Il y a effectivement un enjeu en termes de coût. C'est pour ça que on revient un peu sur le sujet de base qui est qu'est-ce que l'application va ou qu'est-ce que l'application doit écrire, quelle qualité on va mettre dans ce qu'on inscrit dans ces journaux d'événements. Et la qualité, c'est un des éléments les plus importants parce que plus on a d'informations pertinentes, moins on a de déchets. Et moins on a de déchets en entrée, moins on a de déchets en sortie. Et donc, on est capable d'analyser plus rapidement, on est capable de savoir plus vite ce qui se passe, de réduire les temps d'incident, d'aller plus vite à la source du problème. Donc oui, il y a un enjeu après, il y a un enjeu de coût, parce que on peut envoyer tout un tas d'événements. Aujourd'hui, on a des infrastructures qui nous permettent d'absorber, comme on le disait juste avant, d'absorber des volumétries on peut tout absorber. Voilà, effectivement. Mais de un, c'est pas une bonne chose parce que absorber tout et n'importe quoi, ça crée énormément de confusion. En tant qu'utilisateur, derrière, on va vouloir analyser, on va se mettre dans un océan d'informations. Trop de bruit, ouais, c'est ça. Voilà, du bruit, pas la bonne information. La pollution et finalement de se retrouver avec des informations non pertinentes qui peuvent, dans le meilleur des cas, être juste occultées, juste mises de côté, mais dans le pire des cas, qui peuvent même nous faire prendre de fausses pistes en se disant « Ah, il y a une erreur à cet endroit-là, peut-être que c'est un des problèmes », alors que non, on a tous entendu « Ah, bah cette erreur-là, elle est normale ». Voilà. Donc, on revient toujours un peu à ce problème de qualité. Et donc, à la fin, on va gâcher des ressources, ça va nous coûter cher, d'où l'intérêt dans tout ce cycle de vie-là, d'avoir une organisation qui nous permet de le gérer en fonction du besoin qu'on a aussi. Ce qui est assez marquant dans ce que tu viens de dire, c'est que je crois que tu l'as exprimé même directement. Dans le log management, finalement, il n'y a pas que la solution de log management, mais donc du coup, il y a la qualité des logs. Donc ça, c'est au niveau des applications qui fournissent les logs. Donc déjà, en fait, quand on veut faire du log management, il y a des travaux à faire sur ce qu'on met au niveau des applications. Ça peut être des applications internes, externes, mais quand c'est interne, c'est nous qui développons les applications, donc c'est à nous de mettre les logs comme il faut. Quand c'est des applications externes, il faut bien les configurer, j'imagine. Et tout ça, ça mène sur quand je tire le trait un petit peu plus loin, ça mène sur le fait qu'en fait, il y a besoin d'accompagner l'adoption d'une solution de log management. C'est pas juste je prends une solution sur l'étagère et puis paf, je suis content. C'est en interne, c'est pas juste l'équipe qui utilise le log management, mais c'est toutes les autres équipes qui doivent aussi prendre en compte ce sujet-là. Tout à fait. C'est vrai que on peut avoir vite tendance, ça c'est une des erreurs à mon sens à pas commettre, on peut avoir vite tendance à se jeter sur une solution parce que sur le papier c'est sympa, parce que ça fait, voilà, ça m'est moi-même arrivé, hein, et on se dit bon bah c'est vrai que ça a l'air top donc je vais mettre ça en place, et puis bah au final ça va beaucoup plus loin que juste mettre en place une solution qui est capable de recevoir et de traiter ces informations. Encore une fois, si les informations qu'on reçoit ne sont pas de qualité, ou elles ne sont pas pertinentes, elles ne renvoient pas les informations dont on a besoin, on pourra pas les exploiter. Donc, il y a un enjeu majeur organisationnel qui est d'avoir cette fameuse qualité dans les logs, mais qui est aussi de faire prendre conscience à toutes les équipes, à toute l'organisation, de l'importance d'une implémentation correcte dès le départ. Après, c'est un peu utopique, c'est-à-dire que on part rarement d'une situation où il n'y a aucune application, où tous les formats sont compatibles et où tout est parfait. Donc, il y a très souvent une phase de transformation nécessaire, soit de se mettre d'accord sur un format de log.
Donc, souvent, c'est du texte, mais ce texte-là, il peut être formaté, il peut être structuré de différentes manières, il peut contenir différentes informations et il peut avoir un format de sortie qui est aussi différent. Et donc, en fait, tout l'enjeu, il est de réussir à avoir quelque chose d'homogène et de pouvoir le traiter avant simplement la mise en place d'une infrastructure technique qui reçoit ces informations-là. Ok. Et je précise ici, parce qu'on a pas mal parlé d'OpenTelemetry dans le podcast, OpenTelemetry, ça répond en partie à ce besoin de standardisation parce que c'est un protocole qui va nous aider par rapport à ça. Ça définit, c'est un standard qui définit beaucoup de choses. Par contre, à la fin de la fin, le contenu du log qui est du texte, ça, c'est pas défini de manière unique. Effectivement, chacun fait un petit peu ce qu'il veut, malheureusement. Ouais. Donc, il y a besoin de faire attention à tout ça. C'est exactement ça. OpenTelemetry, c'est un super outil pour pouvoir, on va dire, faire une implémentation propre, si on peut dire ça comme ça. Derrière, ça changera pas le contenu de ce qu'on y met. Toujours la qualité du log, quoi. Exactement. En revanche, ça apporte un standard qui permet d'avoir cette fameuse cohérence générale et qui s'inscrit aussi un peu plus loin que simplement le log et qui s'inscrit dans l'observabilité en général et qui permet, tu t'évoquais tout à l'heure la corrélation entre les événements, c'est exactement ça. Un standard comme ça permet de pouvoir tracer de bout en bout une problématique via différents outils. Ok. On n'est pas rentré dans le détail des cas d'usage du log management. On a parlé un petit peu effectivement de trouver une root cause quand il y a un problème. Mais on en parlait un petit peu tout à l'heure avant l'enregistrement. Il y a un cas d'usage qui est devenu, on va dire, possible grâce aux outils modernes de log management, qui est un petit peu, on va dire de la science-fiction, mais d'anticiper ce qui va se passer. Mm-hmm. Qu'est-ce que raconte-moi tout ça. Je suis curieux. Alors, on a avec toutes ces stacks modernes, on a la possibilité de collecter l'information, d'indexer cette information et de pouvoir la chercher efficacement. Ça, c'est ce qu'on a dit. On a aussi maintenant une possibilité de faire des dashboards sur lesquels on va avoir des graphiques, sur lesquels on va analyser le contenu du log et ne plus seulement avoir une liste de textes qui défile devant les yeux, mais de pouvoir sélectionner des informations importantes dans ces événements-là. Ça peut être leur niveau de criticité, ça peut être une application bien spécifique. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est que on va pouvoir gérer de manière plus générale l'ensemble de ces événements et on va pouvoir les mettre en lien, par exemple sur un service donné. Peu importe, il peut y avoir 100 microservices qui rendent ce service-là. Derrière, on va avoir ce fameux tableau de bord qui va nous indiquer le statut de l'application. Donc ça, c'est génial en termes d'exploitation. Si jamais il y a un problème ou quoi, on est capable en un coup d'œil de voir normalement où se trouve le problème et après d'aller creuser plus en détail dans les événements eux-mêmes. Mais cette notion d'anticipation, elle est intéressante parce que on arrive à comprendre sur une durée, à comprendre le comportement d'une application et au travers du temps et au travers des événements qui peuvent se passer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive maintenant, si les choses sont bien faites, encore une fois, et qu'on a les bonnes informations, on arrive à détecter un changement qui est en train de s'opérer sur un service, sur une application. Et on est capable... Alors, on a des taux d'erreur qui peuvent changer. On a un nombre de messages qu'on n'avait pas jusque-là qui d'un coup peut se mettre à apparaître, qui sont pas forcément des erreurs critiques qui font planter l'application, mais qui peuvent être des informations, des erreurs qui commencent à apparaître. Ça, on est capable de le voir visuellement sur un dashboard. On est capable d'avoir des alertes dessus. Et donc, potentiellement, d'identifier un problème à en devenir et de pouvoir réagir. C'est-à-dire qu'au lieu d'être à réaction et de se dire maintenant on a un incident, on va aller voir ce qui se passe, on est capable de dire attention, il y a quelque chose qui est en train de se passer qui n'est pas normal.
et là d'anticiper un problème. Et là, pour le coup, c'est là que ça devient vraiment organisationnel. C'est pas un outil uniquement pour les admin 6 ou pour les développeurs. Ce genre d'information-là, ça peut être critique pour de la production, ça peut être critique pour le business, ça peut être critique pour plein de raisons. Et c'est peut-être des outils qu'on n'avait pas jusque-là. Moi, j'ai déjà vu des dashboards qui étaient utilisés, des dashboards de log, qui étaient basés sur les informations d'événements, qui étaient utilisés par des personnes de tout niveau, voire du top management, pour se rendre compte de l'état, entre guillemets, de l'état du business ou de l'état des applications et de voir si tout allait bien. Donc j'imagine qu'en fait, pour détecter votre participation, il y a une part de tiens, il y a un bruit croissant sur quelque chose, donc on se doute qu'il y a quelque chose. Il y a aussi une part d'expérience avec des patterns qu'on a déjà vus par le passé en disant ça c'est pas bon signe. Si on branche de l'intelligence artificielle là-dessus, ça permet peut-être encore de détecter des choses supplémentaires. Bon, pas par magie, mais parce qu'on en revient toujours à la qualité des logs. Oui. Au final. Mais ça, c'est un petit plus qui permet de différencier les choses. Il y a un enjeu dont on n'a pas parlé, je vais juste l'évoquer rapidement parce que ça me semble important. Il y a l'aspect aussi qui peut être réglementaire sur les logs. Ça, on n'y pense pas assez souvent, mais dans certains cas d'usage, il y a besoin de garder des logs pour une durée donnée, pour des raisons vraiment réglementaires. Je pense à des secteurs type pharmaceutique, et santé, banque, etc. Là, la solution de log management, elle sert aussi à ça, à s'assurer de la rétention des informations pour une donnée précise. Exactement, ça permet de gérer ces informations-là, et surtout que ces informations, elles sont à trier. C'est-à-dire que la durée de rétention d'une information qui est utilisée uniquement pour de l'exploitation ou du debug d'une application, on va pas la garder 6 mois, 1 an, on n'en a pas besoin. On ne revient pas sur un incident. On en revient au sujet du tarif, du coup. Et on en revient exactement au sujet après et du tarif, et aussi de l'utilisation non productive de ressources. Il y a le tarif, il y a aussi le fait de bien faire les choses et le fait de ne pas consommer des ressources inutilement. Mais donc oui, pour en revenir à l'aspect rétention, il y a des contraintes légales. Il y a certains types d'informations qui doivent être gardées. Souvent, je crois que de mémoire, si je dis pas de bêtises, on garde souvent entre 6 mois, 1 an. Au-dessus d'1 an, on commence à avoir des justifications nécessaires pour conserver plus longtemps. Maintenant, à l'intérieur, c'est pareil. On n'a pas parlé de ça, mais il faut faire extrêmement attention à ce qu'on va indiquer dans ces logs. Dans ces logs-là, on ne va pas mettre d'informations qui sont sujettes au RGPD, qui sont sujettes à identifier des personnes via un identifiant unique, via une IP, via ce genre de choses. Ça, faut être super vigilant là-dessus, pardon. Et pour en revenir à la rétention, donc rétention variable en fonction du contexte, en fonction du besoin, mais c'est quelque chose qui est extrêmement important, ne serait-ce que d'un point de vue sécurité, par exemple, outre l'exploitation, parce qu'on peut avoir des soucis de traçabilité, on peut avoir une intrusion, on peut avoir ce genre de choses, et là on a besoin de revenir sur ces informations pour savoir qui a fait quoi quand, et voir à quel point il y a des dommages collatéraux ou pas qui sont induits par cette brèche-là. Et donc voilà, il y a un enjeu qui est vraiment au-delà de juste avoir des événements applicatifs et de pouvoir faire du debug dessus d'un point de vue admin 6 ou développeur. Ok. Écoute, c'est très clair, David. Je pense que tu nous as beaucoup aidé à comprendre pourquoi le log management moderne, c'est utile, pourquoi des solutions émergent de plus en plus par rapport à ça. Juste une dernière question pour toi. Dans ton travail au quotidien, tu te verrais être capable de faire ce que tu fais sans log management ? Ça serait compliqué. Honnêtement, voilà. La réponse courte, c'est non. Mais ça serait effectivement extrêmement compliqué parce que je pense que aujourd'hui, il ne me semble pas, dans toutes les organisations, on a du log management. À quelques niveaux que ce soit, peut-être pas aussi poussé qu'aller jusqu'à l'anticipation des problèmes avec de l'IA et compagnie, mais oui, avec les conteneurs, avec les orchestrateurs, les fournisseurs de cloud, c'est inconcevable aujourd'hui
de pas avoir une infrastructure moderne qui permette de gérer tout ça et de le rendre exploitable. Ou sinon, c'est au prix d'une qualité de service qui s'en ressent parce que les équipes, il y a la fatigue des équipes, les équipes sont pas capables d'identifier les problèmes correctement. Et puis après, c'est pareil, en termes d'incidents, on a des incidents qui peuvent durer extrêmement longtemps. Donc c'est, à mon sens, aujourd'hui, c'est impossible de s'en passer. C'est magnifique parce que tu as fait la conclusion pour moi. C'est parfait, Avec parfait, plaisir. parfait. Donc sur ce, merci David. J'espère que ça a été vraiment un épisode qui vous a apporté des choses, qui vous a apporté une meilleure compréhension du sujet du log management. Je le répète, n'hésitez pas à partager cet épisode, ce podcast. Vraiment, on est preneur aussi des likes, des commentaires, des retours, toute forme. Et j'espère que ça vous a plu. Sur ce, merci à tous.